Anne Larue est aussi un auteur de science-fiction. Tout le monde entend. Avec La Vestale de Calix, qu'elle a publiée aux éditions de la Talente, et qui sait user des charmes de la fiction pour mieux avancer dans son combat idéologique. Alors bon, justement, parlons d'idéologie. Quel est ton féminisme? Quelle est ta définition du féminisme? Alors, je dirais pas que La Vestale du Calix, c'est vraiment, c'est avant tout un roman d'aventure, hein, c'est pas vraiment un roman à thèse, enfin pas vraiment. Alors, pour répondre à ta question plus précisément, la définition du féminisme, moi il me semble qu'on est déjà passé un féminisme, disons, troisième vague, qui serait plus queer que féministe, c'est une sorte de queer féminisme, si on veut dire. C'est-à-dire, on s'est rendu compte que finalement, être homme ou être femme était une position sociale entièrement générée par les conventions sociales et qu'elle conduisait à un non-épanouissement d'un certain nombre de personnes. Alors, pas seulement les femmes, hein, aussi, il y a des critères de race, de classe, d'âge aussi, des critères d'hétéronormativité, des critères divers. Et finalement, on s'aperçoit en réfléchissant un peu tout ça que c'est pas l'homme blanc, cisgenre, mâle, etc., qui est en jeu, mais plus l'idée de cela. C'est cette idée qui nous est constamment imposée. Et de fait, dans la réalité, les hommes, même blancs, même mâles, même cisgenre, même hétéros, sont pas toujours, ils sont parfois très féminisés. C'est ce que montre par exemple Donna Haraway dans son manifeste, manifeste Cyborg, comment un homme qui se retrouve à travailler à domicile avec des salaires précarisants, etc., en freelance, est en fait féminisé. On a une sorte de souvenir de Beauvoir, là. On ne devient pas femme, on ne naît pas femme, on le devient. C'est un sort qui peut aussi arriver à un homme, il ne faut pas oublier ça. C'est justement Elisabeth Badinter qui, dans XY, le disait, on ne naît pas homme, on le devient. Et c'est parfois plus difficile parce qu'on doit se construire en opposition avec la personne qui normalement est la plus proche pendant l'enfance. Oui, et de toute façon, quand on est homme, on doit aussi se construire par rapport à des performances, disons, de genre masculin, des performances de masculinité qui sont lourdes à gérer pour certains hommes. Et il faut faire l'homme, il faut être l'homme, il faut avoir cette attitude. Et c'est parfois difficile à gérer aussi, et c'est pas forcément épanouissant. Si on se réfère au critère qui serait celui de l'énergie vitale, la capacité d'épanouissement vital, on s'aperçoit que être homme, c'est pas parfois mieux. Enfin, ça dépend. Hein. Il y a des cas où les gens adhèrent complètement à la performance de genre qui est attendue d'eux, et à ce moment-là, c'est royal au bar. C'est le tapis rouge qui se déroule. Hein. Mais dès qu'on a un malaise avec ce genre de performance, je parle vraiment de performance de genre, hein, au sens de Butler un peu. Ah, merci. Oui, donc voilà les livres. Hein. Oui, donc je disais, oui, je parle de performance de genre au sens vraiment de Butler, c'est-à-dire on n'est pas une femme ou un homme ou quoi que ce soit, c'est socialement qu'on est construit pour tenir ce rôle. Par exemple, le rôle de ci ou ça. Et en plus, on est construit de façon binaire et asymétrique. Alors d'un côté, le modèle, je ne dis pas l'homme, hein, je dis le modèle de l'homme blanc, mâle, machin, etc., qui est le modèle idéal. Et de l'autre, j'ai envie de dire tout le reste. C'est-à-dire les femmes, les enfants, les vieux, tous les noirs, les jaunes, les LGBT, enfin tous les autres humains, dès qu'on a un petit quelque chose qui fait de nous une sorte de cyborg, qu'on n'est plus du tout dans la droite ligne du parti, et bien à ce moment-là, c'est fini, on n'appartient plus à la catégorie dominante. Donc ce système est à la fois asymétrique, puisqu'il s'agit d'un côté de mettre toute la population et de l'autre un modèle que personne n'atteint en réalité, hein, bien évidemment, et il est surtout binaire, en ce sens que soyez homme, soyez femme, mais soyez surtout pas intersexes, parce que ça, vous n'avez même plus le droit d'exister. Hein. Je précise que c'est la semaine de sensibilisation aux intersexes, cette semaine aussi, c'est pas seulement les utopiales, mais ça va bien dans la thématique de science-fiction, donc il en est environ 200 pour 1000, c'est ça? 200 naissances pour 1000 naissances sont des gens intersexes. Pas autant? Alors, vas-y, dis-le. Bon, ça dépend comment on compte. Enfin, toujours est-il que c'est quand même une réalité et la science ne doit pas la négliger. Serais-tu d'accord avec le postulat qu'il serait aujourd'hui un petit peu temps de libérer les petits garçons, de leur permettre de porter autre chose que des pantalons ou des shorts, de leur permettre de jouer avec autre chose que des petites voitures?
C'est un peu ce qui se passe avec le concours de cosplay. Hein. Il faudrait que ça pousse un peu le concours de cosplay, que les gens ils y aillent un peu plus dans la performance de genre, quoi. Là, pour l'instant, tout le monde reste assez genré. Hein. J'ai regardé vaguement, à part celui ou celle qui est déguisé en robot en bas, les gens restent quand même dans leur genre. Et peut-être le stade d'après, ce sera de jouer un peu avec cette obligation sociale. Alors, dis papa, c'est quoi le patriarcat? Alors, dis papa, c'est quoi le patriarcat? C'est le livre qui manque, et c'est dommage, parce que bon, mon éditrice n'a pas beaucoup de bonnes relations avec les libraires, sans doute, je ne sais pas, enfin c'est des problèmes techniques comme ça. Donc il s'agit d'un livre où j'ai essayé de montrer que le patriarcat n'était pas ce qu'on croit. C'est pas seulement une histoire de femmes, c'est une histoire d'animaux, une histoire de mort, une certaine mort, hein, le patriarcat, une certaine filiation, des villes, une certaine ville. Et puis c'est pas les Indo-Européens. Là aussi, je me suis penchée sur les sources du patriarcat. Alors on dit toujours, le patriarcat, c'est les Indo-Européens. Je suis désolée, Sumer, les Acadiens, ils sont pas Indo-Européens. Et pourtant, ils sont patriarcaux. Donc c'est un système qui dépasse largement les proto-indo-européens, les indo-européens, etc. C'est des groupes de nomades. Je ne dis pas que tous les nomades sont patriarcaux, ça a été des groupes de nomades spécifiques. Et finalement, le patriarcat, c'est assez marrant, mais par rapport surtout à mon roman La Vestale du Calix, c'est lié au cheval. Le cheval en tant que véhicule, c'est-à-dire que pas du tout en tant qu'objet de guerre. Hein. Celles qui ont lu l'Iliade se souviennent que le cheval n'est jamais employé dans la guerre, hein, dans l'Iliade. Et ça, c'est un fait de civilisation. Mais en revanche, le cheval comme moyen de transport extrêmement rapide a assuré finalement la pérennité de ce système. Et encore aujourd'hui, les peuples du cheval dans les steppes mongoles lointaines, etc., demeurent très très patriarcaux. Il y a notamment les mémoires d'une fille il y a une fille qui a fait des études et elle était spécialiste des chevaux. Elle est partie faire des études sur les chevaux yakoutes et elle n'a pas eu le droit de monter les chevaux alors qu'elle était cavalière émérite, etc., parce qu'il n'y avait que les hommes qui montaient les chevaux, en vertu de l'idée que l'homme doit monter le cheval, etc. Donc finalement, un fait de civilisation qui s'est répandu partout. Et partout où ça s'est répandu, on en a parlé, et là où ça ne se répandait pas, on n'en a pas parlé. Donc toutes les poches antipatriarcales ont bénéficié d'une non-publicité, si on peut dire, enfin n'ont pas bénéficié de publicité, et ne pas parler d'une chose, c'est aussi la faire disparaître. Mais à part ça, tu es aussi une femme d'imaginaire, une femme de la science-fiction. Pourrais-tu nous parler de ta rencontre, de ton entrée en imaginaire? Alors ça va pas être facile parce que ça a commencé, en fait c'est presque un hasard. Je lisais beaucoup de science-fiction sans le savoir que c'était de la science-fiction. Il y a quand même eu un moment béni où il n'y avait pas des couvertures atroces pour la science-fiction et où on pouvait lire de la science-fiction sans se rendre compte. Et il y avait des livres merveilleux et d'autres qui étaient d'une platitude rare. Et ceux qui étaient merveilleux étaient les livres de science-fiction. C'était des mondes étonnants, des choses bizarres. C'était époustouflant et bouleversant, alors que, ma foi, les autres étaient moins intéressants. Donc ça a commencé comme ça, je dirais presque sans le savoir, avec des éblouissements, comme par exemple Philippe Cadic, le fameux Ubik, où je regrette quand même qu'elle soit brune au début et blonde à la fin. Ça m'attriste, hein. C'est ce genre de choses, un relecteur aurait dû s'en apercevoir. Enfin, c'est ce genre de trucs un peu tristes. Hein. Mais enfin bon, quand même, ça reste merveilleux. Et puis il y a eu d'autres, bon, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais il y a eu tellement d'autres choses, tellement d'autres textes. Et j'ai commencé à écrire de la science-fiction de façon complètement bizarre, parce qu'au départ, je voulais montrer aux étudiants, je suis prof hein, par ailleurs, et je voulais leur montrer qu'il y avait des choses bien dans la littérature dite classique, par exemple Kafka, et qu'il y avait des choses bien aussi dans la littérature de fantasy, science-fiction, policière, etc. Et je voulais faire le lien entre les deux au début, et donc j'ai commencé à écrire en faisant ça, en pensant simplement montrer, donner des exemples. Et peu à peu, c'est devenu un récit. Et le personnage principal, c'est le cheval, Holinshad, qui est le personnage. En fait, c'est le principe même du masculin dont on rêve toutes et tous. C'est-à-dire, les gens n'ont pas compris. Il y en a qui m'ont dit, mais il n'y a aucun personnage masculin sympa dans ton roman. Moi, je dis, mais si, il y a le cheval. Enfin, vous avez bien vu que c'est lui. C'est lui le masculin, il n'est pas l'homme, parce que ça ne peut pas être un homme. Alors l'homme il est méchant, les hommes sont méchants, etc., parce que ce sont des hommes sociaux. Mais le cheval, c'est l'espoir d'un homme non social
qui soit un vrai homme et une vraie puissance masculine, et pas un pouvoir idiot, complètement héroïque, etc. Alors le deuxième élément important de la Vestale du Calice, c'est justement ce rapport au passé, je dirais, qui pour moi est important. J'ai l'impression qu'on est toujours en train d'héroïser le passé. Alors, vous voyez, vous avez vu même, par exemple, là, pour la science, le numéro spécial de Pour la science, l'Odyssée humaine. Et naturellement, on voit un mec plus ou moins simiesque en train de regarder vers la ligne bleue des Vosges. Alors, ce genre d'héroïsation est très fréquente et elle me choque plus que toute autre chose. C'est-à-dire